Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. Et ça y est, en petite foulée, bienvenue dans les vraies voix du mondial au Qatar avec nos invités, nos éditorialistes toujours là qui aiment le football, Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard, mais pas que, puisque nous avons d'autres invités, Philippe. Oui, nos invités, David Garnier en direct depuis Marrakech, auteur du livre. Salut David. Salut David. Salut David. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Auteur du livre D'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous. Ça vient de paraître aux éditions de Londres. Et ça parle de tous ces footballeurs qui nous ont fait rêver dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90. Et c'est vraiment un livre qui mérite d'être lu. Est-ce qu'il y a Il est très bon, je l'ai lu. Bien sûr. Non mais je pose la un livre sur le question football débile. des années 70 où il n'y a pas Cruyff. Ce Cruyff, ce génie, Ouais. vraiment. Et ma passion absolue. Oui. Ah bah oui, Et il est Bernard. dans le livre d'ailleurs. Bernard est avec nous, Bernard Gengini est avec nous. Ah bah oui. Bonsoir, Bernard. Tout le monde. Les Champion du Tout le monde est 84. euphorique ce Ah, soir. bah Oui, on sait pas, on se demande bien pourquoi en fait. Ah oui. Bah, c'est Bernard, dès qu'on vous Alors entend, que c'est la comme ça. finale n'a pas eu lieu encore. Bah non. Ah, Oui, on n'a pas gagné encore. On va pleurer dimanche, mais On bon. ne dit rien depuis le début, on ne dit rien, c'est terrible. Et on va revenir sur notre premier débat, Philippe. Notre premier débat. Antoine Griezmann est-il le meilleur Français depuis le début de la Coupe du Monde? Vous êtes 76% à dire oui. C'est-à-dire qu'il est meilleur que Mbappé, il est meilleur que Giroud, il est meilleur que Lloris. Et on a quelqu'un qui a connu Antoine Griezmann quand il jouait en U13. Bonsoir Daniel Dupuis. Daniel, on va l'appeler tout de suite. Tiens, Bernard Gengini, si je vous dis que la patte gauche d'Antoine Griezmann me rappelle la patte gauche d'un certain Bernard G., je ne dirai pas qui c'est, qui a été champion d'Europe en 84, troisième de la Coupe du Monde 86 et quatrième de la Coupe du Monde 82. Vous prenez ça plutôt mal ou plutôt bien? Oh, plutôt bien. Et puis, effectivement, j'ai un petit faible pour les gauchers. Vous pouvez le comprendre. Donc, Antoine Griezmann fait une super Coupe du Monde. Alors peut-être dans un rôle un petit peu plus défensif, moins en vue sur le plan offensif, mais il donne un merveilleux équilibre au milieu de terrain français. Et puis ses performances sont éclatantes depuis le début de la Coupe du Monde. Et ça a encore été le cas hier soir contre le Maroc. Incroyable, omniprésent quand même, Griezmann. Tous les coups. Mon sentiment, c'est que quand même, il nous sauve. Non pas que nous étions en si grand danger que cela hier, mais on a quand même passé 35 à 40 minutes, fin de la première période et début de la seconde. Je sais pas, mais on se rongeait les sangs. Il y a quelque chose qui était un peu déboîté, qui ne fonctionnait un petit pas. ventre mou. Voilà, et vous aviez Griezmann. Je m'excuse d'ailleurs, comme beaucoup de gens, j'étais persuadé probablement que les signaux qui étaient envoyés de l'Atlético de Madrid, ces mésaventures avec le Barça, nous l'avait fait un peu, en tout cas son image s'était altérée, et Griezmann est évidemment étincelant. Absolument. Tout à fait étincelant, et Lloris. Moi je dirais vraiment les deux meilleurs aujourd'hui, c'est Lloris et Griezmann. Philippe Bilger. Je trouve que Griezmann a été formidable parce que tout au long, il a été remarquable dans un rôle pas forcément ostentatoire. Il a défendu, il a été le gars qui venait pallier les combles, les manques. Il a été formidable, et de telle manière qu'on ne le remarquait pas forcément alors qu'il était partout. Il était partout. Incroyable de vivacité, d'intelligence, alors que avant je n'en raffolais pas spécialement. Il ne marquait pas toujours les buts qu'on espérait, mais là il a été fabuleux. Au four, au moulin et dans le jeu. Stopper, libéraux, Il sauve même ses ballons dans ses 5,50 m. Sébastien Ménard. On a le sentiment que l'équipe de France tourne grâce à lui et autour de lui. Le type, il attaque, le type, il presse, le type, il défend, il court partout. Enfin, en fait, il est partout. Ouais. Il est ouvre partout. le jeu. Oui. Et il est extrêmement altruiste. C'est vrai. Il pense évidemment, le rôle que lui a donné Deschamps dans ce mondial est un rôle plus central, plus défensif. Il est évidemment beaucoup moins offensif. Donc il faut aussi prendre en considération l'ego du bonhomme. C'est-à-dire qu'il est condamné à offrir des buts, je dirais, à ses camarades de jeu. Et il le fait bien, 28 passes décisives, il est le recordman de l'histoire des Il Bleus. le fait Mbappé aussi. Et il le fait sans réserve, en donnant tout ce qu'il peut donner, C'est vrai. avec les résultats qu'on connaît. J'ai quand même le sentiment, connaissant un tout petit peu le baïonnet Didier Deschamps, que ce que nous découvrons dans ce mondial était prévu.
était organisé et diligenté par Didier Deschamps. Il ne l'a jamais lâché. Malgré ses prestations discutables. Jamais. David Garnier, vous êtes d'accord avec ça? Alors, que Griezmann est le meilleur Français? Tout d'abord, je voulais vous faire part vraiment de l'émotion particulière que j'ai à partager ce moment avec Bernard Genghini, qui était un joueur extraordinaire, car le carré magique de l'équipe de France avait 5 côtés, et lui, c'est vraiment le 5e Beatles. On se souvient de son coup franc en 82, le gardien contre Cilia, autrichien, je pense qu'il a encore une bosse sur la tête, avec le poteau qui s'était pris dans la gueule. Et c'était vraiment la grande Autriche, des Prohaska, Schachler, Frankel. Donc voilà, cher monsieur Genghini, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je partage ce moment avec vous. C'est ma passion, je vous le dis, c'est ma passion. Merci à vous. C'est ma passion. Ensuite, concernant Griezmann, je suis totalement d'accord avec Françoise. Pour moi, Griezmann et Lloris sont les deux hommes majeurs de cette première partie, de ces 2 tiers, 3 quarts de Coupe du Monde. Griezmann, oui, on était inquiet, il s'était un peu perdu avec son faux départ du Barça. Son vrai faux départ de l'Atlético, sa saison cata au Barça. Là, ça fait tellement plaisir de le voir en pleine forme. Il est partout, il défend quand il a un peu de mal offensivement, il défend comme un diable. Et il fait un peu penser quand Daniel Bravo avait été repositionné milieu défensif. On sent vraiment que là, il trouve sa plénitude. Et dès qu'il y a un ballon qui traîne derrière, c'était Arthur Georges qui l'avait replacé, je crois. Merde, c'était Griezmann. Il est extraordinaire et il fait plaisir à voir parce que on l'aime tous, le petit Grisou. Alors, le petit Grisou, on a quelqu'un avec nous qui l'a connu petit Grisou, puisqu'il l'a connu en U13, c'est-à-dire en moins de 13 ans. Bonsoir Daniel Dupuis. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir à tous. Alors, vous êtes entraîneur de gardien à Louan-Cuiseaux, formateur au Pôle Espoir de Saône-et-Loire. Il était comment Antoine Griezmann en U13 ? Alors moi Antoine, je l'ai connu, j'étais pas entraîneur à ce moment-là sur l'UFM Mâcon. Moi je l'ai connu en détection. Je l'ai connu en détection justement, donc où on prenait les meilleurs jeunes de Saône-et-Loire. Et on se retrouvait dans un internat et on profitait des installations du club de Viré-Lugny pour faire une semaine d'entraînement et de perfectionnement. Alors Antoine, il était comme il est là actuellement, c'est-à-dire que il courait partout, mais pas n'importe où. Il avait besoin du ballon, il avait besoin de mener le jeu, c'était un leader et il n'acceptait absolument pas la défaite. Et il pouvait changer de poste, changer de situation, changer. Et vraiment, là, je le retrouve, c'était un poumon. C'était un poumon et je le retrouve comme ça, comme à sa jeunesse, au moment où il est libre. Mais en même temps, il sait déverrouiller les situations. Voilà, il rentre tout de suite dans le match. Et ses facultés à s'adapter, à toutes les situations, moi, il m'impressionne. Et et donc il voit les faiblesses un petit peu de l'équipe de France, et il sait compenser dans les espaces, il sait où le ballon va arriver avant que le ballon arrive. Il coupe les trajectoires, je sais pas, hier il a tout fait. Mais depuis le début de la Coupe du Monde, il a tout fait. Mais là hier c'était un summum, c'était l'acmé hier. C'était l'acmé. Voilà, exactement. Mais il était comme ça. Bernard Genghini, vous avez été un très grand gaucher, très grand numéro 10. Quand vous entendez ce que dit Daniel Dupuis, qui a connu Antoine Griezmann en U13, comment vous réagissez ? Je réagis de la manière que, à ce moment-là, aucun club français n'a pris Antoine Griezmann. Voilà. Et il a dû finir à la Real Sociedad. Je me retire pas non plus parce qu'à ce moment-là, j'étais à Sochaux et je crois qu'il était venu faire aussi un essai à Sochaux, et puis les responsables à ce moment-là chez nous au niveau de la formation ont peut-être pas jugé, ont jugé que c'était peut-être pas suffisant. Et je sais qu'il en a fait également d'autres essais dans d'autres clubs français. Il n'a pas été retenu. Il a fallu qu'il parte en Espagne pour qu'il se révèle là-bas, pour qu'il se construise là-bas et faire la carrière qu'il fait aujourd'hui. Alors je voudrais aussi juste rajouter peut-être sur Antoine aussi, il est dans une forme physique extraordinaire. Ouais. Il est capable de courir, de faire des allers-retours. Peut-être aussi le fait qu'il n'a pas énormément joué dans cette première partie de championnat à l'Atlético. Il est un petit peu préservé et là vraiment ça lui permet peut-être aussi d'avoir tous ses moyens physiques et puis d'être aussi présent qu'il l'est actuellement sur le terrain pendant 90 minutes. Ouais, en pleine puissance. Je vais tenter un parallèle parce que c'est vrai que les comparaisons n'est pas raison. Moi, je fais partie des gens qui mettent Messi au-dessus de tous. Mais quand on compare, on nous annonce bien sûr dimanche
dimanche le match des numéros 10, Messi, Mbappé. Messi, encore une fois, je ne compare pas Griezmann à Messi, mais je voulais juste dire qu'il y a quand même un parallèle entre ces deux. Quand je vois comment Lionel Messi se comporte dans cette Coupe du Monde depuis le début de la compétition, il est lui aussi partout, il a un volume de jeu, il descend défendre, il coupe les trajectoires, il distribue, il ouvre le jeu avec sa patte gauche, mais également, on l'a vu, avec sa patte droite. Cet homme qui aussi est allé chercher sa gloire finalement en Espagne. Il y a quelque chose qui me paraît très beau à observer dimanche, ce sera ce duel de ces deux-là qui ont en commun, en plus, d'être dans une forme d'abnégation, pas la même pour Messi. Messi, il est dans l'abnégation pour son pays, parce que pour toutes les raisons qu'on connaît, mais il y a quelque chose de beau à observer le duel de ces deux-là, pour moi, dimanche. Plus que Mbappé-Messi. Vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. On fait une petite pause avec nos invités, nos éditorialistes et vous, ou si vous voulez bien sûr participer au débat. 0826 300 300. On parle football jusqu'à 19h. À tout de suite, 30. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ils sont restés avec nous, les débats continuent. Philippe Bilger, Françoise Degois, Sébastien Ménard. On a David Garnier depuis Marrakech, une des légendes du carré magique, Bernard Gianghini, et Daniel Dupuis. Les gauchers sont là. Daniel Dupuis qui a connu Antoine Griezmann quand il jouait en U13. On va vous reprendre Daniel Dupuis avant de donner la parole à David Garnier et aux autres vraies voix. Est-ce que vous auriez imaginé, quand vous avez vu ce gamin, vous dire il va faire une carrière avec 2 finales de Coupe du Monde? Moi, j'espère avec 2 victoires en Coupe du Monde. Je me mouille, mais je ne suis pas le seul. Ce serait dingue. Je pense à 3, moi. Mais bon. Vous pensez à 3 si vous voyez déjà jusqu'à 2026, tant mieux. Essayons de passer dimanche déjà à la montagne, à la Cordillère des Andes. Après, on discutera. Est-ce que vous auriez imaginé ça, Daniel Dupuis? Non, pas du tout, parce que je reviens sur ce que disait Bernard tout à l'heure. Au niveau des détections, au niveau des centres de formation, on suivait aussi un petit peu la trajectoire, la trajectoire de la Fédé, et la Fédé demandait quand même des grands gabarits et pas des rashtoks, là, des petits. Voilà. Et du coup, on s'orientait pas vers ce côté-là, et ce qui était une grosse erreur, bien sûr, ce qui était une grosse erreur, mais Antoine est passé à travers. Et a réussi, je crois, avec la volonté de ses parents, de son papa, a réussi parce que son papa croyait en lui et croyait qu'il allait faire quelque chose, une grande carrière. Et il a eu tout à fait raison. Ça l'a sauvé. Il n'est pas revanchard en plus. Non, mais ça l'a peut-être sauvé en fait. Peut-être qu'il a été obligé d'acquérir des armes avec ce football espagnol quand même qui est dur. C'est un championnat très rude, très âpre. Et loin de chez lui. Peut-être qu'il a développé finalement une psyché qu'il n'aurait peut-être pas eu en France, non? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en pense, Bernard? Peut-être que c'est un mal pour un bien en fait. Oui, et puis surtout, ça montre aussi son mental. Il aurait pu baisser les bras un petit peu, quand il n'a pas été retenu par différents clubs où il a fait des essais. Donc, ça l'a forgé, ça l'a mûri, ça l'a construit. Et puis peut-être aussi dans sa tête, il se disait, je vais leur montrer au club français que de quoi je suis capable. Et donc, sa progression a été constante et pour atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Donc, chapeau à lui. David Garnier, dans votre livre, vous parlez de tous les grands joueurs des années 70, 80, 90. Est-ce que pour vous, et je vais poser la question à tout le monde, Griezmann, qui a comme déjà eu 2 ballons de bronze, et à mon avis en 2016, si on bat le Portugal en finale sans un Rui Patricio de gala et s'il rate pas un penalty contre le Real en finale de la Ligue des Champions qui gagne les 2 trophées, il est ballon d'or. Est-ce qu'il fait partie des grands numéro 10 français, comme Zidane, comme Platini, comme Giresse, comme Gianghini? Est-ce qu'il est dans cette lignée, Antoine Griezmann? C'est un peu compliqué de le comparer à... Vous avez 3 heures, c'est un sujet de philosophie. C'est un peu compliqué de le comparer à cette brochette de joueurs parce qu'il ne ressemble pas à un leader non plus. C'est vraiment le compagnon idéal. Si je dois partir à la guerre, moi j'y vais avec Griezmann à côté de moi parce qu'il est toujours là pour aider les autres. Je le vois plus... il aurait été incroyable à côté d'un Zidane ou d'un Platini. Il aurait été génial dans toutes les équipes dans lesquelles il aurait pu être. Maintenant, je suis pas sûr. Il restera comme un joueur qui a avec un super beau palmarès, avec un jeu très particulier, etc. Je suis pas sûr de le voir dans la lignée de tous ces immenses joueurs, même si, comme je vous dis, parce que il a en plus un côté tellement attachant. Il est tellement attachant, donc moi je le vois pas vraiment. Non, je trouve pas qu'il soit dans la lignée de tous ces joueurs qui resteront comme ça gravés dans nos mémoires émotionnelles. Sébastien Ménard. C'est pas un chef de guerre, mais en tout cas ça reste un super soldat.
Ça reste un super soldat. Il cumule toutes les qualités. Alors évidemment, il n'est pas d'un leadership débordant. Voilà, il n'a pas un charisme dingue, mais il y a une beauté dans l'altruisme, dans sa capacité à servir les autres, dans sa capacité à protéger les autres et dans sa capacité à porter le maillot tricolore. C'est pour ça que Diego Simeone l'aime tant. Lui, il recherche des guerriers. Des guerriers comme ça, des types qui donneraient leur vie pour le maillot. C'est pour ça qu'il l'adore. Est-ce à dire, David, que son influence est moins nette, moins éclatante que celle des grands joueurs que Philippe a cités? C'est pas un genre Makelele auprès de Zidane, par exemple? Oui, on pourrait dire ça, mais encore une fois, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi un repositionnement, parce qu'au départ, Griezmann, c'était pas ça. C'était un attaquant qui avait tendance à défendre. Maintenant, il semble être dans une sorte de repositionnement sur le terrain. Et oui, pour moi, c'est ça. C'est comme disait Monsieur Ménard, c'est un vrai soldat indispensable aujourd'hui à l'équipe. Et on s'y attendait pas à ce point-là sur cette Coupe du Monde. Et c'est la très 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 bonne surprise. Bernard Genghini, vous le voyez dans les grands numéros 10 de l'histoire du football français? Ou vous le situeriez plutôt comment, vous, en tant que grand footballeur, immense footballeur, ce qu'est Antoine Griezmann? C'est plus un Djorkaeff, un Platini, c'est plus quoi? C'est un grand joueur. Faut déjà voir le nombre de sélections qu'il a, les buts qu'il a marqués, les passes décisives. C'est un garçon qui sait tout faire. Donc voilà, il est pas loin, quoi. Peut-être pas tout à fait au niveau d'un Platini ou d'un Zidane, mais voilà, il va peut-être être 2 fois champion du monde. Il a un palmarès extraordinaire, et je crois aussi qu'il faut dire que cette année, il s'est adapté aussi un petit peu à la nouvelle disposition tactique. Il y a 4 ans, par exemple, il jouait beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que sur le côté gauche, on avait Matuidi, qui était capable de revenir beaucoup aussi, un travailleur, et qui revenait beaucoup défendre. Là, Didier Deschamps a changé un petit peu sa stratégie. On joue vraiment avec 3 attaquants, avec Dembélé sur le côté droit en plus que par rapport à 2018. Donc lui, forcément, il est obligé de jouer un petit peu plus bas, de venir aider son milieu de terrain pour que l'équipe soit pas en déséquilipe, et ça, il le fait très très bien depuis le début de la Coupe du Monde. En tout cas, c'est ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un auditeur qui dit, quand on demande à Griezmann c'est quoi son poste sur le terrain, en fait, vous avez une feuille de match. À part Lloris, il est partout, en fait. C'est très très drôle. Mais moi, je pense que Griezmann est à l'image et incarne parfaitement l'ère Deschamps. Comprenez, Didier Deschamps est probablement un des entraîneurs, joueurs qui aura le plus beau palmarès. C'est déjà le cas. Mais est-ce que Deschamps est au niveau de Pep Guardiola, de Mourinho, ou bien d'Ancelotti? La réponse est non. C'est-à-dire qu'il y a les statistiques, et puis après, je pense, l'incarnation. Et c'est vrai que Antoine Griezmann et Hugo Lloris, je le mets exactement dans la même catégorie, souffrent probablement du fait qu'il y a peut-être ce manque d'incarnation. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas, et que Zidane, par exemple, avait, que dans un autre registre, je parle de Messi, mais bien sûr que Messi, c'est plus que du charisme, c'est une capacité à être, c'est pas à être décisif, parce qu'il est décisif l'autre jour quand il dépose sur la tête de Giroud sa galette, mais c'est pas ça. Il y a quelque chose dans sa personnalité qui fait que il peut pas, pour moi encore, s'asseoir à cette table-là de ces dieux-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être est-ce injuste, hein, parce que le palmarès est merveilleux, mais le palmarès ne fait pas tout. Vous avez des joueurs italiens qui ont des palmarès extraordinaires, mais en fait on s'en fout, on se souviendra peut-être de Totti, parce que il y a un moment donné, il y a un moment, Tom, de légende, quelque chose qui s'ancre entre soi et le public, et que Griezmann et Lloris, malheureusement pour eux, pour moi, pour le moment, n'ont pas. Daniel Dupuis, un dernier mot, comme vous l'avez connu, il avait à 13 ans, on voit déjà le toucher, le jeu des gamins. Il avait déjà du charisme à l'époque? Oui, déjà à l'époque, il avait beaucoup de caractère, beaucoup de charisme, et surtout, il aimait le ballon, et il le voulait.
Il le voulait. Et, c'est pour ça il se déplaçait, il allait le chercher. Il était toujours dans les mouvements. Il voulait marquer. Il voulait marquer, voilà, c'était un buteur, c'était vraiment, voilà, il aimait ça comme tous les jeunes aussi, hein, c'est vraiment marquer un but, c'est vrai que c'est important pour eux. Oui. Et le fait de le retrouver sur un positionnement un peu plus en arrière, défensif, ça montre son intelligence de jeu. Parce qu'il compense un peu ce manque de milieu de terrain, il a pu le compenser défensivement. Et éviter un peu voilà, d'aller de l'avant et du rôle qu'il avait avant, quoi. Hein. Je peux avoir une question à Bernard, au spécialiste d'ailleurs, pas simplement à Daniel aussi et à notre ami qui est au Maroc. Est-ce que au fond, alors je prends la question à l'envers, on couvre Griezmann de louanges. Est-ce que ça vous inquiète pas un peu que finalement Griezmann pendant 90 minutes soit obligé de compenser tout le temps partout comme ça? Est-ce que ça dit pas une faiblesse finalement structurelle de cette équipe de France là ou pas? Bernard et Daniel. Bernard ? Non, je dirais pas une faiblesse, non, parce que l'équipe, comme je le disais tout à l'heure, elle est construite différemment. Lui aussi, il peut le faire parce qu'il a vraiment un gros volume de jeu. Physiquement, je le redis, il est vraiment au top. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'il manque peut-être un peu de personnalité pour pouvoir accéder à tous ces grands joueurs qu'on a cités tout à l'heure. Mais il se met au service de l'équipe et l'équipe gagne. Alors peut-être que si l'équipe ne gagnait pas, peut-être ça l'enchanterait pas d'évoluer un petit peu dans ce registre-là, mais là l'équipe gagne, elle va au bout, donc voilà, il apporte sa part à l'équipe d'une manière différente, mais ça lui convient aujourd'hui parce que l'équipe gagne, et donc il est obligé d'être, il va un petit peu moins dans les positions offensives, mais sur les coups de pied arrêtés ou dans le jeu, ou voilà, avec sa patte gauche, il est quand même encore capable de donner des bons ballons de but, mais c'est lui personnellement, il se retrouve un petit peu moins à la finition, dans la surface, aux abords de la surface, parce qu'avant, effectivement, il a fait beaucoup de travail, et donc il a laissé un petit peu de jus qu'il n'a plus après pour aller se retrouver devant le but. C'est ça. Vous restez avec nous, hein, en tout cas Bernard Djendjeni, dans un instant, notre petit débat qui nous fait plaisir avec Philippe David. 20,69 millions de téléspectateurs pour France-Maroc. Les boycotteurs ont-ils oublié de boycotter? Et voilà, c'est la question du jour, parce que nous on se pose des questions. Hein, Françoise de Gois, allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes du jour, avec Françoise de Gois qui est avec nous, avec Sébastien Ménard, avec David Garnier, auteur du livre D'un football l'autre, et puis avec l'un de nos spécialistes, hein, Bernard Djendjeni est avec nous, champion d'Europe 84, troisième de la Coupe du Monde 86. Alors vous, c'est votre idole. Ah oui, c'est votre love. Et je vais même vous dire que Bernard Djendjeni était à mon mariage. Ah bah c'est bien. Bernard, on a balancé. Tout à fait, du côté de Toulon. Absolument. Voilà. Et c'était l'un des plus jolis cadeaux de toute ma vie. Ah bah c'est beau, ça fait plaisir. Et je dois dire que j'adorais votre surnom, Bernard, en équipe de France. Je crois que c'était Tchouki, c'est pas ça? Oui, vous avez bonne mémoire. Vous avez bonne mémoire, très bien. Si j'avais eu ce dossier avant, enfin bref, je dis ça, c'était Tchouki. J'ai changé votre nom sur mon téléphone. Tchouki. J'ai balancé un vieux dos là qui fait vraiment très mal. Et Daniel Dupuis est resté avec nous, entraîneur de gardien à Louan-Cuiseaux et formateur du pôle espoir de Saône-et-Loire. Hyper important, c'est des métiers très importants dans le football. Parce qu'on en parlera, je pense, peut-être demain, la formation française, elle fait quand même des miracles. Bien sûr. Parce que regardons le nombre de joueurs qui ont été formés en France et qui ont porté les maillots de différentes sélections à la Coupe du Monde, et on peut dire bravo. Notre deuxième débat, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans chien. Est-ce qu'un boycotteur voulant boycotter doit oublier le boycott? C'est un peu ça. Françoise. Je sais que ça va être ma fête, allez-y, je m'en fous, allez-y. Après, Françoise, vous faites partie de ceux qui avouent avoir lâché l'affaire parce que forcément écoutez, c'est plus fort que tout.
confessez-vous. Alors j'y vais, mea culpa, grand Sœur mea culpa. Cécile et Père Philippe vous écoutent. J'ai une passion, alors j'aime beaucoup bien sûr l'équipe de France et je ferai partie des gens qui seront heureux dimanche si elle gagne, mais aussi heureux si l'Argentine gagne. J'ai une passion pour l'équipe d'Argentine, j'ai une passion pour Diego Maradona, j'ai une passion pour le football argentin. Et elle joue sur tous les tableaux. Et non, mais c'est la réalité. Et je suis gauchère en plus et gauchiste. Et j'ai vraiment, comment dirais-je, j'aime tout ce qui concerne Maradona. J'ai tout vu, la main, notamment La main de Dieu, le merveilleux film de Paolo Sorrentino. Tout ça pour vous dire que j'ai une passion, voilà, pour le football. Et quand l'Argentine a commencé à jouer, c'est pas les Bleus qui m'ont ramené devant la télé. J'ai honte de le dire parce que je connais ces Bleus. En réalité, je sais qu'ils vont aller loin. C'est vraiment quand l'Argentine a été en danger. Et j'ai commencé et j'ai vraiment craqué. Je m'en excuse parce que ma sincérité était immense quand j'ai boycotté, parce que je suis sincèrement excédé de ce qui s'est passé sur le Qatar. Je suis sincèrement excédé, non pas qu'Emmanuel Macron aille au Qatar, parce que c'est tout à fait normal, n'importe quel président le ferait. Tous les présidents ont tenté de récupérer les Coupes du Monde, tous, avec plus ou moins de bonheur. D'ailleurs, ça dure jamais très longtemps, en tout cas, ils le savent tous. Mais après, tresser des lauriers au Qatar en disant que c'est formidablement organisé, au moment où il y a les valises de billets de $600 000 qui circulent au Parlement européen, je trouve ça tout à fait moyen. Mais ça, c'est ma sincérité. Pour l'instant, ce sont des suspicions, ça n'est pas avéré. En plus de ça, la dame en question, socialiste, oui, ça fait mal, explique qu'elle ne savait même pas que cet argent était dans son salon. D'ailleurs, moi, c'est pareil, j'ai $200 000 dans mon salon. Je ne sais pas, je vais aller le chercher ce soir. Je vais partir avec les poches pleines. Tout ça pour dire que vraiment, c'est tout aussi sincère, mais je n'ai pas résisté à l'appel vraiment du foot et du foot argentin, en fait. Voilà. Les urgences psychologiques sont en train de venir chercher Françoise Degois après cette déclaration. Je pense qu'on est des milliers, des centaines de milliers comme ça. J'en profite de faire un appel, 0826 300 300, si vous étiez aussi dans cette situation de boycott et que finalement, forcément, l'appel de l'équipe de France a été plus fort, vous pouvez nous appeler. Sébastien Ménard. En fait, le boycott, on se rend compte que c'est quoi ? C'est ni plus ni moins qu'une espèce d'obsession de bobo. C'est un truc de tweetos en mal de like. C'était peut-être le. Mais tu racontes n'importe quoi. Si j'avais besoin de like, ou de politique, pas moi qui 680 abonnés, en mal de popularité. Voilà, mais ça c'est un autre débat. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que non, toi tu es sincère. Ouais, vraiment. Non, mais toi tu es sincère parce que Cantona aussi, il l'est vachement. Mais parce que toi tu ne lâcheras pas le Qatar et je le sais. Oui, bien sûr. Et ça ne t'empêche pas d'aimer le foot et ça ne t'empêche pas de supporter l'équipe de France. Mais en réalité, on a tous autour de nous, justement, certains des bienséants, des pseudo-résilients, les fameux bienveillants dont je parlais tout à l'heure, qui, sous couvert de je ne sais quoi, avaient décidé de boycotter ce mondial. Et la réalité, hier, ils étaient avec ces 20 millions de personnes. La France qui Voilà, c'est évidemment pas toute la France. Je vous rappelle quand même que quand vous regardez les matchs de Coupe du Monde, il y a une télé et il y a 50 personnes autour de la télé. En 2018, parce que j'ai quand même été exhumé les chiffres, il y avait 19 millions de Français. C'est ça. Face à la Belgique. Donc là, il y avait 1 600 000 Français de plus devant la télé. Parce que attendez les comptes. Non, pas simplement. Parce que Médiamétrie maintenant tient compte des autres moyens pour regarder la télé. C'est-à-dire qu'ils tiennent compte des smartphones, des gens qui regardent, des tablettes. Les bobos intellos sont d'une mauvaise foi. Non, mais c'est la réalité. On continue le tour des vraies voix. David Garnier, on a parlé de boycott au Maroc ou pas ? Alors pas du tout. Pas du tout. Enfin, peut-être, en tout cas, on ne m'en a pas parlé. J'ai pas du tout entendu parler de ça. En plus, il y a un. Vous m'emmenez sur des terrains, là, je sais pas comment je vais faire, moi. Non, mais en plus, c'est vrai que par rapport à ce qui était reproché, notamment au Qatar, notamment le rapport à l'homosexualité, tout ça, sont toujours des choses un petit peu délicates à traiter dans certains pays. Mais en même temps, on peut comprendre les raisons qui font que l'on critique le boycott, c'est encore autre chose, mais les raisons qui font que l'on critique ce qui se passe au Qatar et tout ça. Maintenant, si regarder un match fait de nous un homophobe et un esclavagiste, c'est une chose. Moi, ce que j'ai préféré, c'est ceux qui ont dit hyper fort « je boycotte la Coupe du Monde » alors qu'ils n'aiment pas le foot et qui regardent jamais les matchs. Moi, je vais boycotter maintenant. Alors, je vous l'annonce tout de suite, officiellement. Je décide de boycotter les concours de mangeurs de saucisses en Alsace. Voilà, je boycotte. Parce que je m'en fous, j'y vais jamais, je les regarde pas. Vous avez très attention. Bernard Gengini est alsacien. Pourtant, elles sont bonnes en Alsace, je peux vous dire. Vous avez tort. Alors que celle du Bas-Rhin, j'irai dans celle du Haut-Rhin. Mais avec un petit Macron arrosé par un petit
Macon de chez Daniel. Là. Il a dit qu'il boycottait les mangeurs, pas les saucisses. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est une sacrée concours, je respecte les mangeurs. Non, mais objectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation. C'est-à-dire que c'est ce qui montre à quel point finalement le foot est un sport d'une popularité extravagante, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné. Et puis là, c'est une fête. Oui. Soyons clairs, c'est une fête populaire. Parce que moi, j'aime voir les supporters latinos. Je le redis, c'est des supporters juste absolument extraordinaires. Et voilà, j'avais envie de. Alors moi, je vais vous dire, moi, je suis tellement contente de voir des gens joyeux. Je suis tellement contente de voir des gens sur les grandes artères des villes, dans les communes, hier soir, moi, je avec le drapeau français. Je suis tellement, c'est gratuit, c'est canon. C'est canon. On ne boycotte pas la joie. Bernard Janguini. Aucune vraie voix ne boycottera les fêtes de la saucisse dans le Haut-Rhin, surtout que vous êtes né à Soultz, dans le Haut-Rhin, il me semble. Donc vous voyez qu'on a une bonne composition. Oui. On va commencer avec vous. Est-ce que c'est pas quelque part, moi je boycotte la Coupe du Monde, je ne regarderai pas les matchs. Non mais une manière de vouloir montrer une image que, comme Monsieur Dupont qui est plombier le dit, tout le monde s'en fout, mais quand un acteur ou un chanteur l'on dit, on dit putain lui il a de l'éthique, de la morale, Cantona, etc. c'était très sincère. C'était Cantona. Non, mais je veux dire, il y a plein de gens qui boycottent. Non, mais il faut pas passer de l'autre côté. J'ai posé la question à Bernard Janguini. Non, mais pardon Bernard, mais c'est rien de poser la question, c'est tordu. On va pas oublier tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé au Qatar, mais c'est vrai que l'événement, le jeu, le foot, dans l'avancement de cette Coupe du Monde a pris le dessus sur tout le reste, et les gens maintenant sont passionnés par ces derniers matchs, à partir des quarts de finale, demi-finale, la finale de dimanche. Donc voilà, tous ces gens qui étaient un petit peu réfractaires au football au Qatar, voilà, le jeu, je dirais que le jeu a pris le dessus, et maintenant tout le monde est derrière son équipe ou sa nation pour vibrer à leur côté, voilà. Daniel Dupuis, vous avez mis le Macron au frais, c'est à la demande de François Degois. Je boycotte pas le Macron, moi. Je boycotte les cons, ça c'est sûr, mais le Macron, non, pas du tout. Je tiens à signaler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et du côté de chez Françoise, le Macron à ne pas confondre avec le Macron. J'ai pas osé. Il y a qu'un macroniste qui pouvait la faire, tu vois. C'est le théâtre des deux ânes, là. T'as vu le niveau? Pauvre Bernard Janguini qui se dit dans quoi, mais vraiment, pourquoi je m'acharne à faire une émission comme ça avec des débiles pareils? Bernard, c'est bien, c'est animé, c'est bien, on parle de tout, c'est très bien. Voilà. Daniel Dupuis, vous pouvez reboucher les Macron, on n'est pas encore là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que quelque part, c'était pas une manière de donner des leçons de morale? Parce que les mêmes, on les a beaucoup moins entendus, par exemple, je parle pas de tous, quand il y a eu les Jeux Olympiques à Pékin, par exemple, que ce soit ceux d'hiver ou ceux d'été. C'était pas pareil, en fait. Oui, non, je vais revenir là-dessus. Moi aussi, j'ai pensé à un moment donné, ce qui se passe au Qatar, de boycotter. Je me suis dit, oui, on ne peut pas accepter ça, le foot, mais la passion est passée au-dessus, le foot est passé au-dessus, et on est revenu, je suis revenu à mes vraies valeurs, on réglera les comptes après. Voilà, moi c'est ce que je me dis. On réglera les comptes après. Voilà. Voilà, exactement. Je dis pourquoi moi je me punirais, alors que j'avais envie de. Après, c'est vrai que la Coupe du Monde était placée en hiver. On rentrait pas de la même façon quand c'est au mois de juin, au mois de juillet. On rentre pas de la même façon dans la Coupe du Monde. Il y a peut-être ça aussi qui fait que on n'est pas dans la même saison. Et c'est vrai que quand il faut aller fêter la victoire des Bleus, quand il fait -2, -3, c'est pas pareil que quand c'est l'été. Ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, c'est une façon de leur rendre hommage aussi, parce qu'on a de toute façon une pensée pour tous ces gens qui ont construit ces stades et qui nous permettent aujourd'hui de voir du beau jeu. Donc il faut penser à eux quoi qu'il en soit. Dans un instant, la fan zone. On remercie Bernard Janguini qui doit nous laisser. Ah oui. Alors, merci. Bernard. Bonne finale à toutes et à tous. Voilà, on va vibrer derrière nous. Vous avez un prono? Ça va être compliqué là. C'est du 50-50 vraiment. C'est pas la langue de bois. 50-50, mais allez, un petit 1-0, ça nous va, non? Oui. Ça nous va très bien. Pour la troisième étale, on prend 1-0. Voilà. Bernard, 1-0 but d'Mbappé. Voilà mon pronostic. Merci beaucoup Bernard, on vous embrasse très très fort. Merci à vous, belle finale à tout le monde. Allez, on revient Et dans la fan zone, on a un autre grand champion, mais argentin. A tout de suite. Sud Radio, les vraies voix du mondial. La fan zone.
Et c'est l'heure de la fan zone, Ouais, dans Cécile. la fan zone, il y a Sébastien Ménard, il est fan. Il est fan. Comme, il y a Philippe David qui est fan, il y a Cécile de Ménibus qui est fan. David Garnier, toujours avec nous, qui est fan. Hein. Voilà. Toujours auteur d'un excellent livre, D'un football l'autre, les 40 ans qui ont tout changé pour nous. Mettez-le sous le sapin. Publié aux éditions de Londres. Oui, sous le sapin, c'est un très beau cadeau. C'est dans pas longtemps. Sur le sapin. Mettez où vous voulez, de toute façon. Et on a avec nous un des Argentins les plus populaires et les plus connus de France. Il a été 3e de la Coupe du Monde de rugby 2007 avec le maillot argentin. Il a été champion d'Europe et champion de France avec le Stade Toulousain. Bonsoir Omar Hassan. Bonsoir Philippe, comment tu vas? Et ça va et toi? Comment ça va? Bonjour, bonsoir à tout le monde aussi. Bienvenue sur Sud Radio. Alors normalement, on ne devrait pas trop parler aux Argentins, mais on va quand même leur laisser la parole. Cécile de Ménibus est crue, elle est plus hooligan que moi là. Non, j'adore les Argentins. Non, j'adore les Argentins. On peut démarrer par un petit pronostic. Allez, là. tiens, Allez, on démarre. Omar, un petit pronostic. On commence un petit par ça. peu. Allez, Omar. On se mouille. Non, par contre, moi j'ai le résultat, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je sens malheureusement qu'on va gagner cette Coupe du Monde. Voilà, c'est cette finale. Voilà, l'Argentine, bien sûr. Hein. On parle de l'Argentine. Hein. Et le score, parce que le score c'est comme important. Non, les scores, peu importe. Le score, c'est pour les statistiques. Le plus important, c'est lui qui gagne. Voilà, et point. Par contre, je pense, je veux dire les scores, je pense que peut-être on ira jusqu'au tir au but. Ça serait dingue. C'est en finale de la Coupe du Monde, des tirs au but, c'est dingue. Moi j'ai toujours celle de la série de 2006 contre l'Italie qui est un peu, vous voyez ce que je veux dire, sur l'estomac. Donc là, si on perd une deuxième finale de Coupe du Monde au tir au but, vous imaginez dans quel état je vais être. Ouais. Mais moi aussi, je suis tendu. Mais vous êtes à l'aise dans les tirs au but, les Argentins? Oui. Ah oui, ils ont battu les Pays-Bas. Il y a 4 ans, ils gagnent régulièrement. Vous n'êtes pas argentin, Philippe David? Non. Mais disons que les Argentins se sont bien entraînés au tir au but. Ouais, en 90 aussi, mais bon, ça c'est le passé. Hein. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. Voilà. Après les tirs au but, comme on dit, c'est la loterie. Parce qu'on a quand même le meilleur gardien du monde en ce moment. Oui. On verra. Hein. C'est comme on dit, hein, tout ça se voit sur le terrain. Hein. Sinon, Omar, comment, quand on est un Argentin vivant en France, ayant porté les maillots du plus grand club français de rugby, vous avez encore de la famille là, tu as encore de la famille là-bas, puisqu'on s'est tutoyé, on se connaît bien. Comment est-ce qu'on vit un match comme ça? On est quand même un peu déchiré, même si on a porté le maillot de l'Argentine? Non, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, là, en ce qui concerne le foot, je suis à fond pour l'Argentine, hein, c'est clair, hein, même si ça fait plus de 20 ans que j'habite en France et que je me sens français d'adoption quand même. Donc, pour moi, je ne sais pas, il y a un savoir particulier. Et alors, cette équipe d'Argentine, moi, je trouve qu'il y a quelque chose que au moins pour cette génération des joueurs, c'est le staff technique, tout. Il y a quelque chose qui ressemble au rugby. Ce qui n'était pas le cas des autres équipes, mais c'est là il y a quelque chose. Il y a une âme, il y a cette humilité. On peut parler de tout, de dire de tout du foot, mais quand même, je pense que l'essentiel, quand il y a ce type de confrontation, c'est ça, c'est gagner. C'est donner le tout, hein, et finalement, même si on pense que c'est un sport collectif d'individualité, le foot, finalement, c'est un sport qu'on a besoin de tout le monde vraiment pour réussir. Il n'y a pas Messi, il n'y a pas Mbappé, si ce n'est pas que derrière on a un gardien, on peut avoir une défense ou un milieu de terrain solide. Donc c'est ça qui finalement on revient à tous les sports collectifs, à l'essence vraiment ce qui est important. Omar, il y a des joueurs de l'équipe chez vous qui vous ont peut-être animé un peu plus pendant cette Coupe du Monde, qui vous ont un joueur qui vous a surpris ou qui sort du lot peut-être? Ouais, bien sûr, mais c'est c'est-à-dire il y en a pas un,
j'ai adoré tout, hein, tous le gardien, les milieux de terrain, Alvarez, ouais, bien sûr, ouais, c'est ça. On peut en parler. Messi, bien sûr, mais ça c'est clair, on n'en parle plus de lui. Mais toutes ces équipes, ces joueurs que finalement on parle pas beaucoup, ils font pas beaucoup de bruit, mais c'est des joueurs exceptionnels. Voilà, ils donnent tout. Donc c'est ça que j'aime beaucoup et que peut-être ils étaient longtemps critiqués, l'équipe d'Argentine. Moi je dis l'équipe il y a certaines années parce qu'après la victoire en Copa América contre le Brésil, cette équipe il donne une autre image. C'est une équipe qui donne tout sur le terrain et qu'ils font pas de bruit et qu'ils continuent et disent on va travailler et tout. Et je pense que ça c'est une force vraiment que j'ai eu l'occasion de voir dans des équipes que j'ai eu l'occasion de, quand on a gagné des titres, tout. C'est une force que je pense que peut-être ça peut jouer dimanche. Omar, on part à Marrakech. David, qu'est-ce qu'ils disent les Marocains de la France et de l'Argentine? On n'a pas plus beaucoup de temps, ils vont supporter qui plutôt? Alors, le grand mot que j'ai entendu aujourd'hui, ce matin, c'était vraiment sympa, l'ambiance, les Marocains tous extrêmement souriants, et le grand mot qui ressort tout le temps, et vraiment, je ne me moque pas parce que c'est un accent exact, ils nous disent tous « bonne chance ». Voilà. Et vraiment, ils souhaitent que la France gagne maintenant. Ils sont vraiment pour la France, et pourtant, c'est un peuple qui aime beaucoup et le Real et le Barça, et donc toute la partie Barça est très attachée à Lionel Messi. Donc, et pourtant, ils sont pour la France. Mais moi je ne connais pas bien le rugby, mais j'aime bien l'art lyrique et je crois savoir qu'Omar Hassan est un chanteur extraordinaire. Et j'aimerais bien qu'il nous chante la chanson des Argentins sur Diego et Léo, s'il pouvait. 30 secondes. Omar. Je ne sais pas par cœur les paroles, mais un truc. Alors, si je me rappelle, si j'ai les paroles. Na 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 ni na ni na ni na na con Diego y la Tota. On était dans à gagner, voilà, un truc comme ça, mais j'adore. La prochaine fois, je la prends par cœur. Avec plaisir, merci en tout cas d'avoir été avec nous, merci beaucoup. Merci à nos invités, merci à Françoise Degois, Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard, avec David Garnier, merci. Merci David. Et puis j'imagine que vous allez regarder le match du Maroc. En direct du Maroc. Non, il est possible que je rentre en France dimanche pour voir le match. Voilà. Moi, je suis là où ça se passe. Bon retour à la maison comme la Coupe du Monde. Allez, on vous embrasse dans un instant. Je la rapporte. Merci. Dans un instant, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. À tout de suite.